Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sciences et Culture. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle conférence. Elle a eu lieu avec le directeur de Tracfin, le service de renseignement financier français, avec monsieur Antoine Magnan. Nous sommes très heureux de vous proposer cette vidéo inédite. N'hésitez pas à liker et partager nos différents contenus. On vous souhaite une excellente vidéo. Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux et nombreux en cette fin d'année universitaire. Merci Monsieur Magnan de venir nous présenter votre service Tracfin. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le thème Tracfin, enjeux et missions du service de renseignement financier français. Je vais commencer par revenir sur votre carrière avant de vous laisser la parole. Vous êtes diplômé, donc vous êtes déjà passé par la Sorbonne, licence d'histoire. Vous êtes aussi sorti de l'ENA, promotion Cyrano de Bergerac. Vous avez ensuite mené une carrière dans des ministères économiques et financiers, avec plusieurs spécialités, j'en cite quelques-unes, fiscalité, lutte contre la fraude, amélioration de la performance. Vous avez entre autres travaillé pour la direction de la législation fiscale, pour la direction générale des impôts. Vous êtes ensuite devenu sous-directeur des comptes de l'État, puis directeur général adjoint des finances publiques de 2018 à 2024. Et vous avez pris la tête de Tracfin en avril de cette même année 2024, service qui s'occupe notamment de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent ou encore le financement du terrorisme. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir à la Sorbonne et je vais dire un petit mot des associations qui organisent ce dernier événement de l'année, à commencer par l'AXIS, l'association des étudiants du master Conflits et crises internationales de la Sorbonne, Sciences et Culture, notre chaîne partenaire, et puis Citoyens, l'association de conférences et de débats de l'ENS Ulm. Je vais vous laisser la parole pour une trentaine de minutes pour présenter l'émission et les enjeux de votre service, et puis on vous posera ensuite quelques questions. Je vous remercie de nouveau, au nom des étudiants de l'ENS et de la Sorbonne, d'être avec nous ce soir, et je vous laisse la parole. Merci à vous. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Sachant qu'il reste des places au premier rang pour ceux qui n'entendent pas bien. Merci à vous pour votre invitation à laquelle j'ai répondu avec plaisir, même si ça ne me rajeunit pas, puisque comme vous le disiez, je suis licencié d'histoire à la Sorbonne en 1994, ce qui finit par faire un petit bout de temps. Et je suis très impressionné d'être dans cet amphi, notamment à cette place, et devant un public comme le vôtre. L'école normale supérieure pour moi, c'était une espèce d'horizon inaccessible que j'ai assez vite renoncé à poursuivre. À la fin de l'Hippocagne, quand j'ai vu que, voilà, j'ai tiré les leçons de la situation et j'ai assez vite vu que j'étais trop inculte et trop feignant pour pouvoir me projeter vraiment. Et donc, je suis allé dans des carrières plus ouvertes aux incultes et aux feignants, qui sont celles que vous avez présentées. Donc, voilà, je suis fonctionnaire de l'État depuis donc la fin du millénaire précédent, ce qui ne nous rajeunit pas non plus. J'ai fait l'essentiel de ma carrière à Bercy, comme vous l'avez indiqué, avec un échappatoire temporaire dans une institution géographiquement voisine d'ici, qui est le Muséum national d'histoire naturelle. J'ai travaillé notamment à la rénovation du zoo de Vincennes. Et j'étais administrateur général du Musée de l'Homme, à l'époque où il cherchait largement sa voie. Mais j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans l'administration fiscale, que ce soit dans des métiers de fiscalité proprement dit ou des métiers de fonctionnement de cette administration, jusqu'à en être... Ça marche pas bien ? Ok. Jusqu'à en être... Ah oui, ça marche pas bien non plus, la lumière. Jusqu'à en être le numéro 2 pendant presque 6 ans, de 2018 jusqu'au début de cette année, et d'être nommé directeur de Tracfin le 1er avril, date facile à retenir. J'ai donc une expérience de la fiscalité, de l'ethnologie. J'étais DRH de la DGFiP, une petite maison de 100 000 habitants, et maintenant chef d'un service de renseignement. J'ai donc une vision de l'humanité et de l'économie un peu large et modérément optimiste. Je dois dire, et chacune de mes expériences a plutôt continué à me convaincre de la pertinence de mon peu d'optimisme, mais je suis en même temps un fonctionnaire fier et heureux, et je vais essayer de vous expliquer ce qu'on fait à Tracfin, pourquoi je pense que c'est utile, et si jamais ça vous intéresse,
on peut parler affaires. J'ai déjà gagné une bière avec mon voisin de gauche, donc je suis prêt à en gagner quelques autres ce soir ou dans la durée. Alors, qui sommes-nous, que faisons-nous en une demi-heure et après le temps pour les questions, je vais essayer de tenir le délai. Une double identité, c'est pas totalement une maison schizophrène, c'est une maison qui fait un métier de deux manières différentes et qui sont extrêmement complémentaires, me semble-t-il. Tracfin, c'est d'abord une cellule de renseignement financier. Une cellule de renseignement financier, c'est un terme qui est l'appellation banale à travers le monde. Il en existe une dans pratiquement chaque pays du monde. Au mois de juin dernier, on a réuni la totalité de nos homologues à Paris et il y avait 170 délégations. Tracfin, donc, c'est une cellule de renseignement financier. C'est la première à travers le monde. Vive la France. Nous avons été créés en 1990. À un moment, j'ai failli vous dire, vous vous en rappelez peut-être, mais je me suis rattrapé à temps. Vous l'avez dû le voir dans vos cours d'histoire. Donc l'année 1990, c'est après 1989. Jusque-là, je vous apprends rien. C'est le moment de la chute du mur. On est à l'époque de... pour vous rappeler un peu l'ambiance du moment, du texte de Fukuyama sur la fin de l'histoire, et on se dit la démocratie libérale capitaliste a définitivement triomphé, tout va très bien aller, ça va être le grand bonheur, on va être tous ensemble amis pour créer plus de richesses, et on va s'unifier tous pour lutter contre cette affaire des mafias qui demeure, voire qui augmente. Et donc c'est ce cadre-là, ce cadre historique, ce cadre de croyance, et cette perception à la fois de la capacité de créer et de rendre utile et opérante une communauté internationale, et la perception du fait que s'il y a une vraisemblance d'uniformisation politique à travers le monde, il demeure des pans des sociétés qui ne rentrent pas dans cette logique. Et on souhaite donc identifier et créer à travers le monde une communauté de services destinée à identifier la criminalité financière pour pouvoir la réprimer. Et c'est ça l'objet des cellules de renseignement financier. Donc la première, c'est donc Tracfin créé en 90, à l'occasion d'un sommet du G7 qui a lieu à la Défense à Paris. Donc mission initiale, et au cœur de l'ADN de la sociologie, dites-le comme vous voulez, des équipes et de la maison, la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre la délinquance économique. Le périmètre, d'abord ainsi défini, s'élargit au fur et à mesure. Lutte contre le financement du terrorisme en 2001, là non plus vous vous rappelez pas, mais je pense que vous avez à peu près la référence. Lutte contre la fraude fiscale en 2009, et là je vais encore faire une tautologie, pas totalement tautologique, c'est 2009, c'est l'année d'après 2008. 2008, c'est donc la grande crise financière internationale, c'est l'un des premiers moments dans lequel les États essayent de sauver l'économie avec une explosion des dettes publiques et donc un besoin de financement considérable, et aussi un moment où la demande sociale de justice fiscale, de lutte contre la fraude fiscale s'exprime le plus fortement, puisque c'est le contribuable qui a été amené à renflouer. Alors la fraude, le non-remboursement, le fait de bénéficier de situations économiques, fiscales, notamment indues, est spécifiquement insupportable. Et la volonté de resserrer les armes, les objets de la lutte contre la fraude prend un vrai tournant beaucoup plus acéré que ce n'était le cas auparavant. Et puis, lutte contre la fraude sociale pour Tracfin en 2012. Donc ça, c'est notre premier hémisphère cérébral. Le second, qui s'est créé en ce qui nous concerne en 2008, c'est que nous sommes devenus un service de renseignement. Donc, je comprends que vous avez reçu, dans le même cadre, directeur du renseignement militaire, DGSE, etc. Donc nous sommes un des 6 services de renseignement dits du premier cercle en France. Il y en a 3 du ministère de la Défense, la Direction générale de la sécurité extérieure, la Direction du renseignement militaire et la Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense. 1 du ministère de l'Intérieur, la Direction générale de la sécurité intérieure, et 2 du ministère de l'économie et des finances, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, je comprends que vous l'avez reçu aussi il n'y a pas longtemps, et Tracfin.
Tracfin, c'est la seule cellule de renseignement financier du monde, en tout cas du monde occidental, à être officiellement et de manière assumée un service de renseignement, la seule avec l'Australie. Et je trouve que le fait d'être à la fois cellule de renseignement financier et service de renseignement est extrêmement pertinent parce que ça nous permet d'apporter les informations, les techniques d'analyse et d'enquête, sur lesquelles je vais revenir dans un instant, que nous déployons et nous utilisons en tant que cellule de renseignement financier au bénéfice, dans un cadre juridique, dans un cadre sociologique, dans un cadre technologique, dans un cadre fondamentalement de confiance, avec les services de renseignement, au bénéfice de la protection des intérêts fondamentaux de la nation. J'y reviendrai aussi un peu plus tard. Donc, je vous disais deux hémisphères cérébraux, deux corpus juridiques, à gauche sur l'écran, oui, à gauche sur l'écran, et à ma droite, mais à votre gauche. La partie CRF, avec des dispositions nombreuses et assez compliquées d'ailleurs, qui sont prévues par les dispositions du Code monétaire et financier, qui sont la transposition d'un cadre juridique communautaire lui-même extrêmement dense. Nous préparons la transposition à échéance 2028 ou 27, je ne sais plus, tiens, du 6e paquet européen anti-blanchiment, qui fait la bagatelle de 82 articles répartis dans une directive et un règlement, et avec en plus quelques rajouts de fonds de sauce, si je puis dire, nationaux. Donc ça, c'est notre cadre juridique, et nous avons aussi cette particularité qui est assez rare dans la profondeur du contrôle que ça entraîne, de faire l'objet d'une évaluation extrêmement régulière par une instance internationale, le GAFI. C'est un organe qui est rattaché à l'OCDE, qui réunit environ 35 pays, et dont l'essentiel de l'activité, c'est d'évaluer le cadre juridique et l'effectivité de sa mise en œuvre dans chacun des pays membres en matière de lutte contre le blanchiment, pour s'assurer de l'effectivité des dispositions anti-blanchiment dans chacun des pays. Et avec, le cas échéant, des sanctions, qui sont la mise sur les listes grises et les listes noires, dont vous avez vraisemblablement dû entendre parler, parce que les pays qui sont sur liste grise et sur liste noire ne sont pas très fiers de la situation. Donc il y a toujours un sujet de négociation politico-diplomatico-technique pour éviter d'avoir une trop mauvaise note. La France a fait l'objet d'une évaluation en 2021 qui a concerné notamment Tracfin, mais pas seulement. Et soyez fiers de savoir que la France, c'est pas comme sur la dette publique, a reçu la meilleure notation disponible délivrée par le GAFI, meilleure que celle qui existe dans un certain nombre d'autres pays de l'Union européenne, ou meilleure que celle des États-Unis, par exemple. Autre hémisphère d'activité, donc c'est l'activité de renseignement, et donc il existe un droit du renseignement, comme je passais après plusieurs de mes collègues, chefs de service de renseignement, ils vous l'ont peut-être expliqué. Donc il existe un encadrement juridique des activités de renseignement qui est extrêmement dense, extrêmement contrôlé par la délégation parlementaire au renseignement, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, devant laquelle je vais rapporter jeudi matin, et c'est pas totalement une blague. L'ensemble de ces dispositions sont définies par le Code de la sécurité intérieure, et donc Tracfin relève, si je puis dire, de chacune de ces catégories de corpus juridique. Donc voilà, ça c'est la présentation. J'ai oublié de vous commencer par l'essentiel. Nous sommes 230 personnes à Tracfin, à moitié des fonctionnaires, à moitié des agents contractuels de droit public. On embauche, et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc 3 missions principales. 3 catégories de missions, mais je vais le faire sans la slide, et comme ça vous allez m'écouter. Prioritairement, la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Dans cette espèce de propos un peu attrape-tout, je mets plusieurs éléments. La lutte contre le financement du terrorisme et la contribution générale à la lutte contre le terrorisme. L'acronyme du cœur de notre activité, c'est LCBFT, lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Donc vraiment, la lutte contre le financement du terrorisme, c'est au cœur de nos missions. Deuxième élément de cette première catégorie de priorité, la lutte contre les influences étrangères, pour le dire un peu trivialement, des missions de contre-espionnage.
troisièmement, du renseignement économique, et quatrièmement, des missions de préservation du caractère démocratique de la société et de la confiance dans le caractère démocratique de la société. Ce qui décrit nos activités en matière de financement des campagnes électorales et de lutte contre la corruption des élites politico-administratives, qui est un sujet qui nous occupe beaucoup. Ça, c'est l'étage supérieur. Étage numéro 2, donc l'étage numéro 2, il est en dessous de l'étage numéro 1 dans mon schéma. C'est tout ce qui relève de la lutte contre les fraudes aux finances publiques, fraude fiscale, fraude sociale et lutte contre les escroqueries aux finances publiques. Tout ce qui je mets dans cette appellation, tout ce qui relève du bénéfice indu, d'un certain nombre de dispositifs de subventionnement, et qui soient habituels et récurrents comme les fonds structurels européens, ou qui soient plus temporaires. C'était tout ce qui relevait des fonds de relance à la sortie du Covid, ou de mesures un peu plus ciblées, notamment sur les sujets de transition écologique, comme MaPrimeRénov', comme les certificats d'économie d'énergie, qui font l'objet de palanquets de belles arnaques. Et le troisième pan de la pyramide, qui est le cœur historique de ce que nous faisons, c'est la lutte contre la criminalité économique et contre le blanchiment, avec là-dedans beaucoup de choses, presque un peu trop, et une dimension identification des produits du trafic de stupéfiants qui ne cesse de se développer eu égard à l'ampleur du sujet, mais vous avez aussi du délit d'initié, du délit de favoritisme, de l'abus de faiblesse, de l'escroquerie, un peu de pédopornographie et quelques autres typologies d'activités délictuelles. Le job de Tracfin, c'est de mener des enquêtes financières dans ces domaines. Je ne prononce pas de sanctions. On identifie des situations problématiques, je vous dirai comment, et on creuse. On creuse de plusieurs manières. On mobilise des informations qui nous sont accessibles. On a accès à tous les fichiers de police, tous les fichiers de justice, tous les fichiers fiscaux, les fichiers sociaux. Notre matière première, c'est l'exploitation des comptes bancaires. Et le cœur de notre métier, c'est faire parler des comptes bancaires. On l'élargit, cet accès à l'information et cette compétence technique à l'analyse des flux de crypto-monnaies. Et lorsque on a la capacité de saisir nos homologues étrangers pour qu'ils nous passent les éléments d'information qui sont détenus dans leur pays, de même que d'ailleurs ils nous adressent des demandes symétriques, et puis lorsqu'on a la perception, l'avis, qu'il y a une situation problématique, criminelle ou délictuelle, on passe poursuite à donner. Tracfin ne prononce pas de sanctions. Tracfin, c'est donc un service d'enquête qui enquête à Montreuil sur des documents financiers sans contradictoire et qui ne prononce pas de sanctions, qui se fait un avis et qui transmet les résultats de cet avis avec l'ensemble des éléments qu'il étaye pour suite à donner à ceux qui ont une suite à donner, des administrations de contrôle, la Direction générale des finances publiques ou l'URSSAF, en matière fiscale ou sociale, l'autorité judiciaire, très grand interlocuteur et destinataire de nos travaux. Et donc, c'est soit les parquets territoriaux, soit le parquet national financier, soit le parquet national antiterroriste, nos homologues étrangers, et quatrième destinataire de nos travaux, les services de renseignement. Et donc, je vous ai présenté l'ordre des priorités de cette manière-là. Chacun de mes interlocuteurs considère évidemment que le prioritaire, c'est lui, et que il s'étonne que j'en fasse pas plus pour lui et que j'en fasse autant pour les autres. Donc, j'ai en souvenir assez précis, c'est parce que c'est récent, que lorsque j'ai rencontré Laurent Saint-Martin, lorsqu'il a été nommé ministre du Budget, c'était il n'y a pas longtemps, il m'a dit « faut que tu me ramènes des milliards ». Quand
voyez des GSE, des GSI qui vous font la liste des attentats auxquels vous avez échappé, vous vous dites il faudrait pas faire de raté là-dessus. Tous les parquets de France disent c'est super ce que vous faites, mais vous devriez m'en envoyer 15 fois plus. On est les maillons d'une chaîne. Je vais vous parler de la chaîne avant Tracfin. Et on est apporteur d'affaires pour le compte des autres. Et j'ai évidemment oublié de vous parler des collègues de l'URSSAF qui sont très contents des éléments d'information qu'on leur amène en matière d'identification de travail dissimulé. Voilà, donc c'est pas facile, je sais pas si on est des stars, mais en tout cas c'est pas facile d'être attendu et espéré. Et on essaye d'être à peu près à la hauteur de ces attentes en assumant des choix de priorisation qui, à la fois pour les équipes qui sont très engagées et pour nos destinataires, sont toujours mieux compris par ceux qui sont priorisés que par ceux qui sont dépriorisés. Mais vous verrez, c'est la vie. Mais je l'ai rarement vécu de manière aussi topique. Donc, au carrefour du dispositif de lutte contre le blanchiment, c'est une autre manière de dire qu'on est maillon d'une chaîne. Donc je vous dis, il y a ceux à qui on envoie des infos, mais il y a d'abord les infos que nous recevons. Tracfin, c'est un service de renseignement, il a des sources. Et les sources de Tracfin, elles ont pour l'essentiel cette particularité par rapport aux autres, d'être identifiées par la loi et d'être soumises à une obligation de me déclarer. Ce qui est assez différent du fonctionnement de mes autres services, ce qui a l'avantage que je ne les rémunère pas. Elles s'exposent à des amendes ou à des sanctions disciplinaires en cas d'insuffisance déclarative. Et en revanche, comme avec toute source, mais spécifiquement parce que c'est elles qui sont soumises à une obligation, il y a un travail d'interrelation, de maintien et de développement de la qualité déclarative avec l'ensemble de mes sources que je vais vous présenter dans un instant, qui est pour nous une activité considérable. Je vous invite à aller, par exemple, surtout si vous devenez follower sur l'excellent site LinkedIn de Tracfin, qui présente le forum des professionnels déclarants. Nous avons réuni 400 personnes à Bercy jeudi dernier. C'est notre grand rendez-vous annuel national avec tous nos déclarants. Qui sont nos déclarants? Des professionnels du chiffre et des lettres. En volume, principalement des banques, des assurances, qui apportent à peu près 90% du total, et les 10 autres pourcents sont composés de 48 professions, puisque le total s'élève à 47, puisque le total s'élève à 49 professions qui se caractérisent par leur extrême diversité. Vous avez des notaires, vous avez des avocats, vous avez des experts comptables, vous avez des commissaires aux comptes, vous avez des agents de football, vous avez des casinos, vous avez des commissaires-priseurs, etc., etc. Donc, je vous dis, en tout, une cinquantaine de professions. Pourquoi? Parce que ce sont des professionnels. D'abord, ce sont des professionnels. Les particuliers ne sont pas déclarants à Tracfin. Et ce sont des professionnels qui voient passer de l'argent entre leurs mains. Soit parce qu'ils sont partis à une opération de transaction, un notaire, un commissaire-priseur, un agent immobilier, ou qu'ils voient transiter sur des comptes de leurs clients qu'ils tiennent, un banquier, un assureur, des sommes d'argent. Et ils ont l'obligation, sous peine de sanction, de déclarer à Tracfin des soupçons. J'ai l'impression que sur son compte à lui qui d'habitude reçoit péniblement, encaisse péniblement 150 € par mois, là tout d'un coup, il y a 3 millions de roubles qui viennent d'arriver. Alors d'abord, les roubles, il paraît que c'est bizarre, et que c'est un peu inquiétant quand même. Et ensuite, c'est bizarre ce ressaut de rémunération, et on a essayé de comprendre pourquoi il avait ça, et en plus, il nous a rien dit. Donc, je ne comprends pas ce qu'il se passe, et je le déclare à Tracfin. Des déclarations de cette nature qui sont un peu plus structurées que ce que je viens de présenter. C'est la démarche pédagogique à 19h30. On en reçoit 200 000 par an, en augmentation de 30% sur 2 ans, et une augmentation qui, globalement, sur les années précédentes, est extrêmement élevée, même un peu trop.
Sachant qu'en revanche, d'autres professions déclarent en quantité et en qualité beaucoup moins, voire pas du tout. C'est le cas, par exemple, des agents de sportifs, avec lesquels je vais en voir demain des représentants. On va voir une petite explication de gravure. Donc, ces professionnels doivent déclarer lorsqu'ils perçoivent un soupçon. Un soupçon, ce n'est pas une qualification juridique. Et je ne leur demande pas une qualification juridique, je leur demande de me dire « je vois un truc bizarre, ça a l'air sombre, je ne peux pas trop vous l'expliquer, j'ai essayé de creuser et je suis tombé sur un os, ou alors ce que j'ai creusé, ça ressemble à ça, et c'est des roubles. Et en plus, j'ai vu que le nom de ses parents, ça a l'air d'être des grands chefs du FSB. En tout cas, ça s'écrit de la même manière, et voilà. Donc c'est quand même bizarre. Allez-y, Tracfin, faites ce que vous avez à faire, et je ne veux pas nécessairement d'ailleurs savoir ce que vous en faites. Donc ces professionnels ont cette obligation de déclaration d'un soupçon, pas d'une qualification juridique. Et après, c'est nous qui nous débrouillons avec ces éléments d'information-là. On essaye d'affiner les éléments d'information, d'identifier ce qui paraît le plus dense, ce qui est en interrelation avec des éléments d'information qu'on a par ailleurs, à mettre en interrelation des choses qui ont l'air à première vue dépourvues de lien entre eux. Mais, je vous dis, donc, un maillon d'une chaîne, un système déclaratif structuré dans un cadre légal sous réserve de sanctions qu'il faut animer, des équipes qui ont des outils pour faire un processus de distillation et envoyer le meilleur du produit de la distillation à ceux qui vont en tirer les conséquences en matière répressive. Tracfin, lui, ne réprime en personne. La seule prérogative un petit peu exceptionnelle dont je dispose est la faculté de geler vos comptes pendant 10 jours. Je peux décider de geler votre compte pendant 10 jours. Il vaut mieux que... j'ai des bonnes raisons, ça c'est sûr, parce que sinon c'est pas sympa. Déjà, c'est pas sympa de toute manière. Oui, mais moi, je vous expliquerai. La possibilité de geler le compte permet à l'autorité judiciaire de venir saisir une somme qui est présente sur le compte et que vous n'avez pas eu l'occasion de virer sur votre compte en Monero pour aller vous acheter des bières à Dubaï. Parce que les bières de Dubaï valent très cher. C'est ce qu'on appelle donc le droit d'opposition qui figure sur le bas de la slide. Donc voilà, vous avez cette espèce de chaînage que je vous présentais, récupération de données, analyse, enrichissement, exploitation, hiérarchisation, tri et, pour les sujets dont nous considérons qu'ils sont pertinents, transmission aux différents partenaires et destinataires avec lesquels nous travaillons. Donc vous voyez un service de 200 personnes qui est en interrelation avec 50 professions, qui elles-mêmes recoupent environ 200 000 personnes, et qui a comme typologie de destinataires, au-delà de ses partenaires internationaux, qui sont 170, des administrations, l'autorité judiciaire, des services de renseignement. On est un service secret qui est extrêmement extraverti. C'est une des caractéristiques et un des intérêts du métier que nous exerçons. Là, c'est une autre manière de faire cette présentation. Et là, vous voyez l'évolution de la liste des destinataires, des professionnels qui ont des obligations déclaratives à l'endroit de Tracfin. Cette grande famille a vocation à être rejointe au plus tard en 2027 en application du paquet anti-blanchiment communautaire dont je vous parlais tout à l'heure, par les loueurs et les marchands de voitures chères. Et peut-être que des dispositions législatives qui interviendront avant cela, dans le courant de l'année prochaine, sont susceptibles d'anticiper cette entrée en vigueur. Mais il est assez difficile ces jours-ci de faire des paris solidement étayés sur ce qui sort du Parlement. Alors, les professionnels déclarants, je vous en ai parlé, j'accélère un peu parce que la demi-heure est passée.
Voilà. Ah oui, donc là, je vous disais, je reçois d'autres catégories d'informations que celles qui étaient mentionnées là, que je vous ai présentées à l'instant, mais qui sont l'essentiel en termes de base de travail sur lesquelles nous travaillons. Nous avons aussi deux autres catégories d'informations, les déclarations systématiques. Donc, tout à l'heure, je vous disais, il y a besoin d'un soupçon pour déclarer les flux entre le grand-père russe de votre camarade et lui-même. Il y a une obligation systématique de déclarer des fonds lorsque vous envoyez à l'étranger ou vous recevez de l'étranger des fonds au-dessus d'une certaine somme, et lorsque vous déposez du cash ou retirez du cash au-dessus d'une certaine somme. Là, il n'y a pas de question à se poser ni de soupçon à avoir, c'est systématique. Tracfin est nécessairement informé de ce type d'information. Et le dernier point, nous pouvons recevoir non pas des déclarations, mais des informations de soupçon. Je vous disais que la terminologie juridique était parfois un petit peu sophistiquée. Les services publics ont le droit, et pas l'obligation, de saisir Tracfin lorsqu'ils ont l'impression, dans le cadre de leur activité, qu'il y a des mouvements financiers qui ont l'air bizarres, ou des participants à une transaction financière, des attributaires d'une subvention, des gens qui rachètent de l'immobilier public ou qui vendent de l'immobilier public à l'État ou à une collectivité locale, qu'ils font dans des conditions bizarres. Il n'y a pas l'air d'y avoir, d'un point de vue de l'analyse rapide, de difficulté, de légalité, mais ça pourrait bien cacher des choses bizarroïdes. Il est arrivé qu'on identifie par exemple une collectivité, une personne morale de droit public, quelle qu'elle soit, il n'y a pas que des collectivités locales d'ailleurs, qui vend une partie de ses biens immeubles moins cher que le marché, ou plus cher que le marché, ou qui rachète plus cher que le marché, ou moins cher que le marché, dans des proportions avec des écarts qui sont importants. Il n'y a pas nécessairement lieu de se poser des questions de légalité évidentes à propos de l'opération, mais c'est bizarre. Les collègues n'ont pas le temps, la capacité de creuser. Ils saisissent Tracfin qui derrière fait son boulot. Et enfin, je vous disais, donc on est dans une interrelation extrêmement dense avec nos homologues internationaux. Les principes de coopération internationale entre cellules de renseignement financier sont fondés sur un principe de partage total d'informations et de réponse rapide. C'est globalement vrai, avec des degrés de qualité qui varient suivant les pays, mais c'est globalement vrai. C'était pour moi une heureuse surprise, moi qui avais vécu les difficultés de l'entraide fiscale internationale, parfois. Je trouve que ça marche objectivement plutôt mieux entre cellules de renseignement financier, avec des principes organisationnels, un système d'échange d'informations extrêmement sécurisé. C'est un truc qui fonctionne plutôt bien et c'est plutôt une bonne nouvelle, avec deux trous noirs qui ne sont quand même pas petits, ni la Russie ni la Chine. Ça fait, en termes de population, de PIB et de circuits financiers un peu sombres, ça fait quand même deux gros manques qu'il faut évidemment identifier en tant que tels. Bon, quelques chiffres clés de Tracfin, je vous disais, donc à peu près 200 000 informations reçues et les éléments que nous avons sortis. Et donc, j'ai débordé de 5 minutes, c'est un exploit. Et je suis à vous pour vos questions. Je vais vous poser deux questions avant de laisser la parole à mes camarades. Pour commencer, vous avez parlé de 230 agents. Vous avez aussi parlé de nombreuses missions, renseignement économique, lutte contre le blanchiment, contre les fraudes, etc. Est-ce que c'est suffisant, 230 agents, selon vous, pour traiter toutes ces questions ? Alors, je vais vous répondre comme j'ai répondu à des parlementaires qui m'ont posé exactement la même question. Je prends les moyens que la représentation nationale me donne. Les effectifs de Tracfin et son budget ont été doublés en 5 ans. Assez peu d'administrations et de services publics peuvent en dire autant.
On serait 3 fois plus, ça ne serait pas inutile. Je mesure l'effort qui a été fait à notre profit. À nous déjà d'assurer que le contribuable, la représentation nationale, la société, comme vous voulez, en ont pour l'effort qu'ils ont fait en notre faveur. Un organisme qui évolue trop vite en termes de taille, et si mes effectifs triplaient en 6 mois, ça serait une difficulté organisationnelle, fonctionnelle, RH gigantesque, dont je pense qu'elle nuirait, comment dirais-je, au rendement et à l'utilité marginale de l'emploi complémentaire. À ce stade, et je répète, il est déjà qu'il est difficile de faire des prévisions quand elles concernent l'avenir, et notamment lorsqu'elles concernent les lois de finances ces jours-ci. On a augmenté nos effectifs de manière assez significative en 2024. En 2025, 26, 27, on doit continuer cette démarche d'augmentation graduelle et progressive. J'aurai de quoi faire. Ils seront rentabilisés pour le contribuable. J'ai aucun doute là-dessus. Et je ne suis pas sûr qu'il faille aller beaucoup plus vite, beaucoup plus haut. On a des capacités et des outils qui sont extrêmement forts, mais ce n'est pas nous qui, comment dirais-je, donnons la claque in fine. Un pays dans lequel les effectifs des services de renseignement, par exemple, viendraient à augmenter très vite, serait peut-être dans une situation qui serait dangereuse. Je trouve que Tracfin a de bons effectifs en qualité, et je vous dis une augmentation d'une dizaine par an dans les années qui viennent, ça me paraît être la meilleure manière d'être mieux au rendez-vous des missions et d'assurer l'efficacité de leur intégration. Puis je vais vous poser une seconde question. Vous avez évoqué les années 1990 tout à l'heure. Or, les outils financiers et la criminalité financière se sont complexifiés depuis. Vous avez parlé notamment des crypto-monnaies. Comment votre service fait-il, y compris du point de vue technologique, pour se mettre au niveau de ces fraudes de plus en plus sophistiquées et puis pour innover technologiquement? On essaye de suivre. C'est une vraie école d'observation, d'humilité et de ténacité. Et donc, on ne peut pas se contenter de dire parce que j'étais un cadre il y a 30 ans quand je suis rentré, alors je le suis toujours. Ça, c'est ce que j'appelle l'humilité et la ténacité. On se renseigne, on se forme beaucoup. On apprend le fonctionnement des outils. On partage avec l'ensemble des partenaires avec lesquels nous travaillons. C'est une vraie chaîne de partage d'expériences et d'informations. Et on n'est pas trop mauvais. Merci à vous d'avoir regardé cette toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Nous vous invitons à découvrir nos autres vidéos et à nous dire en commentaire quels intervenants vous aimeriez que l'on reçoive. Je vous dis à très vite pour de nouvelles surprises.